Bienvenue au Polysécurité épisode spécial. Je suis accompagné de Benoît. Salut. Ça va bien? Oui. Bonjour, en fait. Oui, on enregistre très rapproché cette fois-ci. Puis même la diffusion, c'est là où on revient. On continue notre série sur la neurodivergence dans un contexte de cyber. Pas qu'on va l'appliquer, mais en tout cas, bref, si vous avez pas écouté le premier, allez l'écouter parce que on va juste poursuivre la conversation, ce qu'on a fait. Un peu moins neurodivergent dans l'ordonnancement. On a essayé d'avoir des sujets structurés cette fois-ci. Ce qui est pas nécessairement évident pour des neurodivergents. Puis là, j'aime bien ton rire parce qu'effectivement, des fois, ça s'éclate. Je garantis pas qu'on va se rendre correctement, mais on a fait un plan. Ouais. On va essayer. C'est un peu en réaction par rapport à ce qu'on a eu, puis c'est ça qui est le fun d'enregistrer aussi vite par rapport à la diffusion, parce que là, on a eu des commentaires, autant positifs que négatifs par rapport à ce qu'il y en est, et de là, des idées justement d'aborder dans le sujet cette fois-ci. On va aborder vraiment deux sujets. Comment, dans un contexte de gestion, parce que tu l'as été, et tu as été coaché d'ailleurs, comment un neurodivergent peut devenir un bon gestionnaire et comment cet élément-là se matérialise. Et l'autre volet, c'est le clash qu'il y a entre les neurotypiques et les neurodivergents, étant donné que c'est des univers qui sont différents et ça crée des soucis. Donc, c'est une suite un peu de la gestion en tant que neurodivergent, parce que c'est sûr que dans nos équipes, on va avoir les deux profils. Et comment on les harmonise pour travailler ensemble et comment, comme gestionnaire, on est capable de communiquer avec les deux pour obtenir le meilleur que ces deux profils-là de personnalité peuvent aller. Je vais te laisser commencer sur le volet gestion, parce que il y a beaucoup à dire. Tu as été gestionnaire. Moi, je ne l'ai jamais été de façon directe. Fait que tu as beaucoup plus d'expérience. Puis justement, tu as été coaché. Fait que tu as beaucoup de choses le fun à partager à ce niveau-là. Ouais, puis tu sais, c'est ça. J'ai été gestionnaire pendant plusieurs années. En ce moment, je coach des gestionnaires. Donc, et tu sais, si je fais des études aussi, je suis en train de terminer mon MBA en conseiller management. Donc, moi, c'est sûr que il y a toujours cet aspect-là qui m'intéresse. Et puis, quand tu parlais de coaching tout à l'heure, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, un des éléments là, que le coach m'a apporté, il y a deux phrases là, qui me sont restées longtemps là, et que je continue d'appliquer, c'est que, tu sais, premièrement, il dit, tu sais, Ben, il faut que tu comprennes que tu joues pas sur la même patinoire que les autres. Fait une fois de temps en temps, tu vas aller jouer une game avec les neurotypiques, on va dire ça comme ça, mais dans plusieurs situations, tu vas être dans une autre patinoire. Fait que nécessairement, il faut que tu t'adaptes. Oui, c'est sûr que les autres peuvent s'adapter un peu, mais la vaste majorité des parties de hockey sont sur l'autre patinoire. Fait que toi, tu es dans une patinoire qui est peut-être un peu différente puis qui a des configurations différentes. Donc, ça va être toi qu'il va falloir qu'il s'adapte. Donc, ce qui m'a amené aussi à sa deuxième phrase, c'est qu'il va falloir que tu acceptes la différence. Puis c'est la tienne, mais c'est aussi les autres. Puis ça, c'est un des éléments que moi, j'avais comme frame de pensée avant d'avoir ma confirmation, d'avoir toute cette réflexion-là sur la neurodivergence. C'est que dans ma tête, tout le monde était pareil. Alors que là, quand j'ai commencé à gratter puis à me rendre compte que, OK, tout ce spectre-là de différentes façons de réfléchir, voir le monde, etc., j'y avais jamais vraiment réfléchi, j'avais jamais vraiment regardé qu'est-ce que c'était. Puis là, OK, ouais. La façon de voir le monde n'est pas la même pour tout le monde, faisant en sorte que ça amène nécessairement des défis au niveau de la gestion, de ce que tu demandes aux gens, de ce que tu vas aussi attendre des gens en termes de communication, de rendu, etc. Moi, un des éléments que en tant que gestionnaire là, qui a changé pour beaucoup, c'est dans ma communication et dans les attentes beaucoup. Par exemple, moi, quelqu'un m'arrivait avec un travail, par exemple, je disais, OK, regarde, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Là, tu sais, dans ma tête, pour moi, c'est un exercice hyper rationnel. C'est comme, regarde, si on retravaille ça, si on retravaille ça, si on retravaille ça. Mais là, je suis pas nécessairement en train de prendre en considération les émotions de la personne, tu sais, comment qu'elle arrive avec son travail,
peut-être qu'elle vient de me donner son 120%. Puis moi, comme elle tombe dans des endroits où je suis facilement, tu sais, je bouge facilement, puis je patine bien, on va dire ça comme ça. Moi, je suis en train de dire, ben écoute, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Alors que moi, je pense que c'est un exercice hyper cartésien, rationnel, qui est juste, regarde, on veut juste être meilleur, puis c'est tout. Mais là, je suis en train de détruire la personne, puis elle va s'en retourner à son bureau en broyant, tu sais. Fait que sans avoir été gestionnaire, il m'est arrivé des cas où c'était moi qui étais, on va dire, l'architecte intégrateur, si on parle des gens en cyber, on savoir à peu près c'est quoi, ou le dernier palier de validation avant que l'approbation s'en aille en gestion. Et souvent, puis là, je fais attention, tout dépendant à qui je dirige mes observations. Puis ça, j'avais déjà un terme d'un collègue avec qui j'ai travaillé que j'ai trouvé génial. Je mets un peu plus ou un peu moins de minou sur. Ça, j'adorais puis je le réutilise maintenant. Je mets plus ou moins de minou sur mon commentaire, justement, pour qu'il soit reçu comme il devrait, en considérant que moi, c'est effectivement comme toi, c'est très, très cartésien. Moi, c'est fait pour. C'est correct, puis c'est pas méchant. Ce qui est fait. Non, c'est ça. Mais c'est malheureusement reçu comme ça. Puis comme tu dis, les personnes s'en vont en pleurant au bureau. Puis effectivement, il m'est arrivé des cas où j'ai oublié de mettre du minou sur certains commentaires. Ben, il est arrivé des cas où j'ai eu du monde, pas qui sont allés brailler à leur bureau, mais qui se sont sentis dévalués, moins bons. Puis ça a fait une grande histoire dans le sens où. Puis la réalité, c'était pas ça. La réalité, c'est si tu veux qu'il soit approuvé, moi, je suis le dernier gate avant qu'il soit approuvé. Puis je sais que l'approbateur va refuser ton document selon cette forme-là. Puis j'essaie de t'amener à t'améliorer. Et là, c'est là où j'ai travaillé sur moi, puis j'ai changé un peu mon style. Je mets du minou, entre autres, et d'autres éléments qui aident à ce que mon observation cartésienne soit reçue par une personne qui n'est pas dans ce spectre-là, qui n'est pas qui est pas dans cette volonté d'amélioration continue sur la façon très droite et très, très froide qui vit dans ma tête, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, c'est souvent, dans le fond, ce que je faisais émerger, c'est des trucs, tu sais, qui étaient peut-être des connaissances que j'ai été chercher dans des lieux qui sont pas normés là, pour le secteur. Fait que là, tu sais, je disais, mais t'as pas pensé à ça, t'as pas pensé à ça. Puis là, oups, là, t'es en train de mettre quelqu'un dans une situation où non seulement, effectivement, tu peux faire mal à la personne, mais l'autre chose aussi, c'est que elle n'a peut-être pas les conditions gagnantes pour être capable de livrer ce que tu veux et ce que tu lui demandes. Parce que elle n'a juste pas ce niveau de compétence-là, par exemple, ou quoi que ce soit. Fait que, est-ce que tu veux faire ça? Probablement pas pour t'assurer que ton équipe va bien. L'autre chose qui m'est arrivée, puis ça, c'est une collègue qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, tu sais, j'avais commencé à en parler à l'époque là, dans mon ancien milieu de travail, puis quelques collaborateurs qui avaient été informés. Puis c'était drôle parce que c'est les 2 premiers collaborateurs à qui je l'ai mentionné m'ont dit essentiellement, ben, on le savait, Benoît, tu sais. Là, j'étais comme, OK, mais moi, je ne le savais pas. Pourquoi ne me l'avez pas dit? Fait que, bref. Mais cette collègue-là m'avait dit, tu sais, Benoît, tu devrais peut-être prendre la psychologie humaine comme étant un sujet que tu vas creuser. Comme ça va te permettre d'aller chercher des compétences pour comprendre comment les gens fonctionnent. Puis effectivement, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis vraiment de voir là où j'étais pas optimal au niveau de ma gestion. Puis même où j'étais, je vais dire clairement, déficient. Souvent, la communication avec moi était très directe dans le sens où c'était OK, mais voici ce qu'on va faire. Puis, tu sais, pour moi, c'était clair où on s'en allait. Mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Là. Puis, peut-être que les gens sont pas tous au même niveau. Puis, tu sais, exprimer une vision alors que, tu sais, toi, t'as réussi à computer plein d'affaires, ben, tu peux pas t'attendre que nécessairement les gens vont avoir le même niveau de réflexion ou même qui ont l'intérêt. Tu sais, ça se peut qu'ils ont le niveau de réflexion, mais peut-être pas l'intérêt. Fait que nécessairement, dans ta gestion, il faut que tu sois capable de dire, bon, ben, je vais adapter mon message. Je vais faire en sorte de peut-être prendre plus de temps. Et ça, c'est un truc qui est très difficile. Nous, on va aller vite. On sait où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, on voit les affaires. Mais les organisations, les équipes ne bougent pas à cette vitesse-là. Et là, c'est que
faut tout le temps être capable de moduler la vitesse à laquelle nous, on veut aller pour aller pour être capable, finalement, de ne pas échapper de personne dans le chemin, essentiellement. Oui, puis j'aime ça, ces éléments-là. Puis je vais ramener l'élément de communication dans un couple. Et c'est une façon pour le neurodivergent d'apprendre à comment communiquer avec autrui. C'est comment communiquer avec son conjoint ou sa conjointe et d'amener cet élément-là de compréhension commune puis de discussion. Et un des éléments, parce que j'ai beaucoup de neurodivergents autour de moi, puis je les amène, puis des fois, même moi-même, je me fais avoir dans la communication, puis les autres me garochent quelque chose, puis je suis pas dans la même patinoire. Tu sais, même en tant que neurodivergent, on a plusieurs patinoires, puis des fois, je suis pas dans la bonne patinoire, puis je comprends pas tout ce qui se passe. Et généralement, ce que je mentionne, c'est là, tu as réfléchi dans ta tête, mais tu m'es avec ta conclusion. Mais c'est quoi ta réflexion qui a précédé? Partage-moi ta réflexion. Et c'est là en communication, puis ça, je le fais dans mon couple, entre autres. Parce que des fois, tu reçois une commande, c'est comme out of nowhere, puis tu fais comme bon, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé avant. Peux-tu me partager ce qui s'est passé avant? Fait que j'ai appris dans mon couple et maintenant je le fais au travail un peu comme ça. Là, je partage, je fais l'effort de partager ce que ma réflexion qui est opérée depuis 3 semaines, par exemple. Puis là, je garoche quelque chose à quelqu'un. Et lui, il a juste le résultat de mon 3 semaines sans la préparation. Fait que là, c'est juste. C'est là aussi comme neurodivergent. Puis moi, je fais énormément attention maintenant. Maintenant que j'essaie, justement, comme tes collègues te l'ont pas dit, mais moi non plus, il y a personne qui me l'a dit jusqu'à temps que j'arrive à un moment donné. Puis tu fais, oui, mais pourquoi t'es direct comme ça? Je dis, oui, mais moi, c'est clair dans ma tête, tout est limpide. Ouais, mais les gens n'ont pas réfléchi depuis 3 semaines comme tu l'as fait sur ce sujet-là. Fait que c'est sûr que c'est pas limpide pour eux autres. Fais comme un repas, une entrée, une mise en bouche, et tes amènes tranquillement jusqu'au plat principal, qui est l'idée dans laquelle où toi, tu es arrivé dans ta conclusion. Oui, exact. Puis, tu parles justement de la réflexion pendant 3 semaines, ça, c'est un truc. Moi, je sais bien que mes journées de travail ne finissent jamais. Là. Si tu me donnes un problème, là, moi, je ne ferme pas les livres à 5 heures le soir. Là. Je vais avoir ça dans la tête toute la soirée, même si je fais autre chose, mais je vais avoir ça dans la tête jusqu'à temps que je finisse par dormir. Puis là, même là, des fois, ça peut nuire à mon sommeil. Ça, c'est un autre problème. Là, mais fait que nécessairement, c'est sûr que tu vas arriver avec des conclusions, puis un effort de réflexion qui a été fait en arrière, que si tu n'expliques pas c'est quoi les intrants, puis pourquoi tu en arrives à cet extrant-là, tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens aient ce niveau-là là, d'implication cérébrale d'office. Pas dire qu'ils sont pas capables de l'avoir. Il y en a, tu sais, que même les neurotypiques, là, il y en a qui sont capables de l'avoir. C'est juste que, encore une fois, c'est toujours une question, tu sais, comment tu fonctionnes au quotidien. Puis, tu sais, moi, je sais que ça devient quasiment obsessionnel sur des aspects, mais tu sais, je peux pas demander à ce que ça soit la même chose pour tout le monde. Fait que c'est beaucoup ça. Tu sais, quand je parlais d'accepter la différence, là, ça a été ça, là, le gros enjeu. Essentiellement, tu sais, dire, regarde, les gens sont pas tous à la même vitesse que toi, les gens sont pas tous à la même niveau d'implication que toi, ils n'ont pas tous la même capacité d'aller emmagasiner de l'information. Et dans le fond, ce que ça a permis de faire, c'est que je me suis transformé beaucoup plus en... tu sais, je me voyais souvent comme une espèce de scoreur de la première ligne. Là, tu sais, j'essayais de jouer sur la première ligne. Là, j'ai dit, OK, c'est pas la bonne façon. Je vais me faire des ennemis, j'aurai pas une relation saine avec le travail et avec mes collègues. Fait que j'ai dit, OK, c'est fini. Pour moi, là, je ne suis plus la personne qui s'en va au front. Je suis le coach. Et ça m'a permis de changer beaucoup ma vision sur le travail, sur ce que je fais, etc. Et ma méthodologie a été essentiellement de dire, OK, au lieu de dire aux gens, ben voici ce qu'il y en est, je pose des questions. J'amène les gens à cheminer. Donc, ma job, c'est essentiellement de dire, OK, ben voici ce que tu as comme problème. Est-ce que tu as pensé à ça? Oui, non, OK, ben oui, parfait. Non, OK, ben peut-être que je peux t'aider. T'sais. Fait que, dans le fond, ça a été vraiment d'être moins directif, puis plus, garde le chemin, là, tu le vois dessus, là? Oui.
je trouve ça amusant parce que moi, c'est mes enfants qui m'ont appris ça. D'ailleurs, c'est ma fille avec le très haut potentiel qui me l'avait amené, je pense, à 4 ans. Mais ben, elle l'a amené, il n'y a pas une conversation là, mais j'ai eu cette réalisation-là de mon enfant de 4 ans qui ne voulait pas se faire imposer de l'aide. Fait que là, je me suis remis dans un contexte où elle refusait mon aide. Puis là, je me suis rendu compte, parce que dans la vie, puis tout le monde, on le fait un peu à différents niveaux, on impose notre aide aux autres au lieu de demander, est-ce que tu as besoin d'aide? Et moi, ce déclic-là a été lieu, je pense, quand elle avait 4 ans, ma fille. Puis là, j'ai compris que je ne pouvais pas imposer mon aide à ça, puis de directif, puis d'aller, là, je pose la question, as-tu besoin d'aide? Puis là, sur la base, justement, comme tu mentionnes, sur la base de questions, la personne elle va dire oui ou elle va dire non. Elle c'est pas besoin d'aide, cool. Tu viendras, tu tendras. Si tu en as besoin, je suis demain disponible, puis je laisse la porte ouverte justement pour que la personne vienne. Mais en même temps, puis ça comme neurodivergent, c'est parce que puis moi-même, quand je me fais poser la question, tu as besoin d'aide, pour moi, je suis clairement dans le pétrin, puis l'autre personne l'a vu. Mais dans ça là, puis ça l'amène, puis où j'ai pivoté, c'est que j'amène l'humilité aussi, comme neurodivergent. Le fait d'ouvrir, puis c'est d'avoir cette humilité-là. Fait que quand je me le fais servir, comme cher aux autres, là, j'ai vu. Fait que là, ça m'a appris, moi, de changer mon angle et de voir ensuite, quand l'autre le voit, il agit comme ça. Puis je fais, OK, ben oui, j'ai besoin d'aide. Là, je suis vraiment dans le chemou. Merci d'avoir remarqué. Oui, je vais prendre l'aide dans cette situation-là parce qu'on en a aussi de besoin. Là. C'est aussi un peu ça. Puis un des observations qu'on avait faites sur l'épisode précédent, c'est qu'on avait l'air de comme genre au-dessus de nos affaires. La réalité, c'est non, on n'est pas au-dessus de nos affaires. On est dans le pétrin comme tout le monde. Et quand on est capable d'avoir une main secourable, puis c'est pas facile pour un neurodivergent de prendre la main secourable, de la prendre aussi également là, dans ce setup-là. Non, parce que, tu sais, la plupart, en tout cas, il y en a beaucoup qui vont souffrir, par exemple, de problèmes d'estime de soi, on a l'impression qu'on n'est jamais assez bon, tu sais, fait que nécessairement, puis, tu sais, faire ce geste-là, par exemple, dire, as-tu besoin d'aide, comme tu le mentionnes, tu sais, c'est comme, oh shit, tu sais, ça veut dire que je suis pas bon, là, tu sais, puis encore une fois, ça passe beaucoup par la communication. Tu sais, être essentiellement dans ta perspective de leader, c'est de dire, regarde, tu sais, on est là, on est ensemble, puis l'objectif, c'est qu'on avance tout en gang. Puis, tu sais, moi, je me suis mis dans une position où mon objectif, au final, c'est de faire en sorte que mon équipe va bien, que, tu sais, les gens, je vois ça comme un jardin un peu, tu sais, t'as différentes plantes, puis il faut que ces plantes-là vivent bien les unes à côté des autres. T'as des plantes qui sont des fleurs, t'en as d'autres qui c'est des légumes, t'en as, tu sais, fait que l'objectif, c'est de faire en sorte que tout ça pousse bien et que chaque plan en tant que tel, que tu l'amènes à la plus grande croissance possible. Tu sais, c'est de faire en sorte que autant l'équipe en tant que telle aille bien, mais que les individus au sein de ces équipes-là puissent atteindre leur plein potentiel le mieux possible. Fait que ça a été beaucoup là-dedans que je me suis dirigé. Donc, au niveau de la gestion, vraiment une vision de coach, pratique de coach. Et de l'autre bord, par contre, moi, j'ai quand même besoin d'éléments pour ma stimulation intellectuelle moi-même. Je me suis dit, OK, je vais devenir un stratège. Fait que puis c'est là que j'excelle de toute façon. J'ai une vision macro très naturelle. Donc, je me suis dit, bon, ma job, ça va être essentiellement ça. Construire une vision stratégique, construire un plan stratégique, où est-ce qu'on s'en va, etc. Bien l'expliquer, puis ensuite de ça, juste faire en sorte que les gens qui sont en mode, regarde, on va essayer d'appliquer ça, qu'il y ait tout ce qui est besoin pour le faire, puis que au final, je sois là quand il y en a besoin. Puis moi, je suis pas sans patinoire, c'est fini. Je retourne encore sans patinoire, mais c'est ça, là, c'est que moi, je ne joue plus. C'est les autres qui jouent, puis j'essaye juste de faire en sorte qu'ils soient optimales. Oui, puis c'est aussi, j'ai changé mon site, puis des fois, d'avoir accompagné des gestionnaires, beaucoup m'a donné ces éléments-là où je vais m'arranger pour mettre les personnes pour qu'ils brillent le plus possible, indépendamment de leur profil, puis les aider à grandir et être heureux dans le travail. Justement, les mettre dans un contexte où je ne veux pas mettre un profil neurotypique dans une job qui est
plus adapté pour un neurodivergent, par exemple, et vice-versa, parce que les effets vont être négatifs pour les deux. Autant si je mets un neurotypique dans une job de neurodivergent, il va se sentir diminué, puis ça va affecter son estime de soi, puis c'est très négatif, c'est pas ça l'objectif. Et vice-versa, le neurotypique, si je le mets dans une job de neurodivergent, il risque de s'ennuyer parce que son type de stimulation pour le maintenir réveillé ou le maintenir intéressé n'est pas la même que le neurotypique. Fait que c'est pas dans les mêmes environnements. Fait que dans les deux cas, je suis perdant pour faire cet effort-là, de reconnaître le type de profil et de les mettre aux bonnes places, pour les aider à grandir dans ces éléments-là. Et il y a de la croissance. Il faut pas enlever au fait qu'on parle, c'est toujours, puis je fais très attention parce que pas parce qu'on est neurodivergent qu'on est meilleur. Et c'est pas parce que tu es neurotypique que tu peux pas grandir. Donc, c'est pas le même type de chemin de croissance, c'est pas les mêmes buts, c'est pas les mêmes éléments. Puis comme tu dis, on n'est pas sur la même patinoire, fait qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Puis il faut moi, à mon sens, c'est respecter ça. Et justement, d'aider ça. Puis pour moi, ça a été un long chemin de croissance, de comprendre qu'est-ce qui rend heureux un neurotypique. Parce que moi, c'est pas ça. C'est pas les mêmes éléments qui sont rassociés à ce genre de choses-là, et d'établir la communication face à ça. Puis si je prends mon chemin personnel, t'as eu du coaching. Moi, je m'en vais beaucoup dans des cours de communication, dans lesquels j'ai appris à communiquer avec les gens. Puis c'est encore là, puis encore moi, c'est encore un apprentissage. J'ai encore beaucoup de ratés. De communication. Ouais, des fois, j'oublie de mettre du minou à bien des places. Des fois, pour moi, c'est par réflexe. Ça va dépendre de mon état d'âme, ma fatigue, ainsi de suite aussi. Puis il faut que je fasse attention, parce que si je vais être plus fatigué ou plus stressé, par exemple, j'ai moins tendance à prendre le temps de mettre le minou nécessaire et d'amener la communication où la personne en a besoin pour l'aider à grandir, pour l'aider à progresser au travail, puis qu'elle sorte le meilleur de ce qu'elle a et qu'elle peut contribuer au travail. C'est élément très difficile. Oui. Puis tu parles de ça, là, se comprendre. Là. Ben, tu vois, ça, c'est un des éléments qui est difficile pour beaucoup de neurodivergents. On est comme on a un univers intérieur complexe et à la fois dans lequel on se réfugie souvent. Là, moi, je sais bien que je vis beaucoup dans ma tête, là, faisant en sorte que des fois, tu sortes de ta tête pour être capable d'aller vers l'autre et communiquer. Fait que ça, c'est un défi supplémentaire. Puis, tu sais, en même temps, cette communication-là est super importante juste pour demander à l'autre c'est quoi ses difficultés, c'est ce qu'il veut, ses attentes. Je te donne un exemple. Je suis arrivé comme gestionnaire dans une autre organisation. Puis, il y avait des neurotypiques et des neurodivergents. Il y avait quelqu'un qui était, je suspecte, évidemment, je fais pas des diagnostics dans la vie, là, mais pas mal certain qu'il était neurodivergent et qui était dans une position de gestion. Et il voulait pas ça. Il voulait pas ça du tout. À un moment donné, avec la discussion, j'ai fini par y faire sortir les verres du nez. Puis il m'a dit, tu sais, Benoît, moi j'aime ça, être dans des systèmes, peut-être être pédagogue, expliquer à des gens, là, mais moi, là, gérer, là, c'est zéro open bar. Mais on l'avait mis dans un poste de gestion parce que c'est la croissance normale attendue, tu sais, d'un quelqu'un qui est bon dans son domaine. Il aimait pas ça. Il se sentait pas capable de faire ça. Puis, nécessairement, ça avait des impacts sur son équipe aussi. Parce que là, il est pas capable de communiquer, il est pas capable. Fait que là, il n'y a pas de condition gagnante pour lui. Là. Fait que comment tu veux faire en sorte qu'il y ait du succès sur le long terme, puis que les gens qui soient avec lui aient du succès sur le long terme, ça n'arrivera pas. Mais là, tu sais, ce que je me suis rendu compte, c'est que jamais personne qui ont creusé pour lui demander si c'est ce qu'il voulait faire. Il s'est retrouvé avec ça, puis là, il était comme vraiment trop gêné, ou tu sais, il voyait bien que c'était le seul moyen d'avoir une promotion. Il a fait OK. Mais au final, c'est pas ça du tout qu'il voulait faire dans la vie. Là. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Effectivement, là.
Puis on oublie que la gestion, c'est un job en soi. C'est malheureusement comme une promotion, la voie naturelle de la promotion, mais la réalité, c'est un job en soi avec des habiletés particulières. Puis comme tout le monde, j'ai cru à une époque que je voulais aspirer à la gestion et je m'en suis rapproché en tant que conseiller stratégique et j'ai constaté que je ne veux rien savoir de la gestion. C'est pas mon univers, c'est un effort trop grand pour moi. C'est aussi que parce que si on parle de point de vue énergétique, pour moi, l'énergie à dépenser pour établir cette espèce de communication saine dans les équipes et justement favoriser la collaboration, ça me demande trop d'énergie. Ça vient puiser chez moi des choses qui sont pas naturelles et qui me demandent trop. Donc, puis c'est pour ça qu'avec le temps, je me suis rendu compte que si j'allais en gestion, un peu comme la personne que tu mentionnes, j'aurais fini par m'épuiser. J'aurais été potentiellement toxique parce que mon style de gestion aurait été inapproprié pour aider la collaboration. Même si j'en parle, en tant que conseiller stratégique, c'est facile d'en parler, je suis en arrière-plan, puis je fais pas de la gestion, puis je fais juste, j'ai le beau rôle, je suis le coach, je suis le banc, puis je gueule un peu sa patinoire pour que les choses se passent. Mais la réalité, c'est pas moi le vrai gestionnaire, donc c'est pas moi que le stress et toute la communication qui doit être faite. Donc, c'est le beau rôle, en mon sens, puis je l'aime beaucoup ce rôle-là par ailleurs, mais je sais pas, c'est pas moi qui est en avant, c'est pas moi qui reçoit les coups si ça va pas bien, c'est pas moi qui a géré les humains qui sont là, qui soient neurotypiques ou neurodivergents, vont amener des défis de gestion qui leur sont propres. Ouais. Puis tu vois, cette job, quand tu dis qu'être gestionnaire, c'est une job en soi, je suis vraiment d'accord. C'est pas donné à tout le monde. C'est une vocation, là, on se l'aura pas. Là. Puis c'est pas facile. Puis c'est pas facile d'autant plus que les organisations aujourd'hui et l'environnement d'affaires est extrêmement compliqué et bouge vite. Je te donne un exemple, je suis en train de faire un cours de gestion de changement. La réalité, là, c'est que la gestion de changement, tu en fais tout le temps. Fait que c'est bien beau de dire il y a un plan de gestion de changement, mais c'est que dans ton quotidien, tu vas en faire tout le temps. Fait que nécessairement, ça, c'est un défi supplémentaire qui doit être réfléchi et qui nécessairement amène des défis là, qui vont avoir un impact sur quand tu parlais d'énergie, là, ton énergie. Là, fait que, puis il y en a qui vivent plus ou moins bien avec ces environnements-là. Je donne un exemple, là, encore une fois, je ne veux pas faire de généralisation, puis je veux pas non plus être mettre des gens en boîte, mais il y a certains clichés que c'est quand même parfois, tu peux dire, bon, il y a peut-être un peu de vérité là-dedans, mais si tu prends quelqu'un qui est autiste, peut-être être excellent dans certains domaines, mais si tu le mets dans une position de gestion, ça ne marchera pas, là, pas nécessairement le style de communication qu'il faut. Et puis, justement, vivre avec le changement, c'est peut-être plus difficile pour ces gens-là. Donc, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Non. Fait que ça veut dire, pour les gestionnaires, il faut être attentif à ces éléments-là. Des gens qui sont souples. Moi, je vis bien que le chaos, là, ça a toujours été un peu un élément là, de mon... D'ailleurs, mon esprit est assez chaotique, merci. Fait que, pour moi, un défi ou un autre, je vais m'adapter, il n'y a pas de problème. Mais il y en a que c'est moins le cas, là. Fait que faut être attentif à ces éléments-là. Puis encore une fois, on retourne à la communication. Si tu lis pas tes gens, si tu leur demandes pas comment ils vont, qu'est-ce qu'ils font, etc., si tu t'intéresses pas à ces gens-là, ou si même tu as la possibilité de le faire. Je donne un exemple. Je suis conseiller en management pour une organisation. Là. Le gestionnaire, il y a un des gestionnaires, là, il y a 22 ou 24 direct reports. C'est impossible qu'il y ait des one-on-one avec ces gens-là. C'est impossible. Je veux dire, la quantité d'affaires qu'il y a au quotidien, là, ce ratio-là n'a pas de bon sens. Nécessairement, il n'y a pas les conditions pour être capable de comprendre son équipe puis c'est quoi les forces et les faiblesses de son équipe. Fait que c'est Puis que je lise son équipe, ça fait partie des choses de gestion. Puis pour avoir eu des gestionnaires qui sont excellents,
tu te sens, tu sais, ça fait, c'est ça. Puis moi, je l'explique, quand tu te sens bien à l'intérieur avec ton gestionnaire, c'est comme comme justement du minou. Comme tu te sens comme confortable, à l'aise, ben, ça veut dire que le gestionnaire est bon et a été capable de lire, de s'adapter et de te communiquer le bon message. Puis même comme neurodivergent, j'ai besoin d'être cajolé comme les autres. Je suis pas une machine, je suis pas un robot. Fait que moi-même, j'ai besoin d'avoir un gestionnaire qui est capable de s'adapter à ma particularité et à savoir ce que je suis. Fait que c'est un peu ça. Puis oublie ça, le nombre de personnes, le gestionnaire n'est pas capable d'établir un lien avec même pas la moitié de son équipe. Non, c'est ça. Trop difficile. Réalistement, ça se fait pas. Fait que, tu sais, puis effectivement, là, de cette question-là, d'avoir cette proximité-là, dans le fond, ce que ça fait, c'est que puis on en parle beaucoup là, en gestion, c'est la sécurité psychologique. Là, c'est cette capacité-là de dire, ben justement, voici, moi, je me sens bien ou je me sens pas bien. Puis là, de créer les conditions où là, les gens vont être capables de fleurir. Fait que, si je retourne à quelqu'un qui a, par exemple, un profil peut-être un peu plus autiste, ben, si tu lui donnes des tâches en lien avec la communication et la gestion, ben, il y a peut-être moins de chances qu'il se sente à l'aise. Fait que là, ça va être de dire, bon, ben, voici où je pense que ton potentiel peut être pleinement utilisé. Est-ce que ça fait du sens avec toi? Puis on ajustera au fur et à mesure. Là. C'est ça aussi. Là. Ce niveau de discussion-là, il doit être tenu, il doit être fait. Puis si on ne l'a pas, ben nécessairement, ça va faire en sorte que tes gens, ils se désengagent. Ils se sentent plus. Parce que les gens, ils ne travaillent pas pour. Oui, il y a toujours la question salariale, tout ça, évidemment, ça joue, mais c'est un peu l'image que je donnais. Je donne souvent d'ailleurs. Un des méthodologies de torture qui a été utilisée dans les goulags, par exemple, c'est de creuser des trous et de les boucher. Il faisait ça la journée longue. Mais ça, c'est du travail qui n'a pas de sens. C'est que tu enlèves le sens au travail, nécessairement, ça fait en sorte qu'à un moment donné, les gens se sentent vides. Ben, c'est ça. Si tu veux donner du sens au travail, ben, il faut que tu planches sur les forces et les intérêts des gens. Tu peux donner du challenge, mais si tu mets systématiquement les gens dans des situations où ils vont se planter, ils vont te dire, regarde, puis expliquer pourquoi qu'on fait tout ça. Puis c'est là que la vision stratégique est bien importante. Quand tu es capable de dire, ben regardez, là, ça, c'est un morceau qui nous permet d'atteindre ça. Ah, OK, là, je suis pas en train de creuser un trou pour le reboucher. Je creuse un trou parce que il y a peut-être de quoi au bout. Là, fait que ça, c'est un gros. Encore une fois, on retourne à la communication. Puis moi, j'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir des patrons, des bons patrons. J'ai eu la plupart des patrons que j'ai eus, là, c'est des bons patrons que j'ai eus. C'est encore le cas aujourd'hui. Ça a été le cas dans mes expériences précédentes. Des gens avec qui, qui ont été capables, sans nécessairement mettre tout le temps le doigt sur, c'était quoi qui se passait. Ils l'ont saisi, puis j'étais capable d'avoir ce niveau de discussion-là, puis d'être, OK, ben ça, je me sens à l'aise, ça, je me sens moins à l'aise, ça, il n'y a pas de problème, je peux te livrer ça. Puis... Mais autant que j'ai eu ça, autant que j'ai vu plein de monde à qui c'est pas arrivé, puis neurotypique, neurodivergent, là, ça va avoir des impacts assez graves sur le bien-être au travail, au final. Oui, puis il y a un double apprentissage. Il y a celui du gestionnaire qui doit apprendre à lire et à détecter que ses employés ont des malaises, puis ils sont pas confortables parce qu'il y a peu de gens qui sont capables de l'exprimer. Moi, c'est quand même arrivé assez tôt dans ma vie où j'ai été capable d'exprimer que j'ai des choses que j'aimais moins faire. Mais tu sais, je l'exprime, mais à un moment donné, des fois, il faut faire le travail, t'as pas le choix. Fait que t'as beau exprimer ça, j'aime pas ça. Ben, ton gestionnaire dit, ben, t'as pas le choix, on n'a personne d'autre, puis c'est toi. Faut t'égratigner un peu ton intérieur de temps en temps. T'es toujours dans un contexte où t'es dans ton petit nuage spécial de toi. Ça, c'est une chose, mais j'ai quand même appris à l'exprimer sans brusquer le gestionnaire aussi, dans un respect. Là, je vais pas bouder puis pas le faire. Je vais juste dire, ben, c'est pas dans ma zone de prédilection, je sais pas là où je suis fort. Je vais te le faire avec ma capacité et mes faiblesses. Donc, tu comprendras que mes limites sont là. Mais ça, j'ai été chanceux parce que ce volet-là, je l'ai appris assez vite. Entre autres, de par mes expériences professionnelles où j'ai eu dans mes
mes premières jobs où mon travail était systématiquement évalué par un palier supérieur, ce qui n'est pas tout le temps le cas maintenant. Puis c'est un peu aussi ce que je constate, c'est que les gens sont pas habitués de se faire réviser. Et quand ils se font réviser, là, sont un peu outrés. Mais moi, dans mes premiers jobs, je me faisais toujours réviser, puis c'est la structure dans laquelle je travaillais. Donc, j'ai appris très vite à faire avec et à tirer pour moi le meilleur de ça. Puis en même temps, à une année, bon, j'avais des gestionnaires qui n'étaient pas nécessairement qui comprenaient pas tout à ce moment-là. Puis je leur explique, ils me disent, ouais, puis Charlie, c'est un élément, ils disent, oui, mais c'est en dehors de ma zone. Je suis pas bon là-dedans. Je vais faire un effort, je vais faire le mieux que je peux, mais t'es en dehors de ma zone. Puis c'est pas parce que je veux pas, puis c'est ça aussi, puis là, tu mentionnais un peu comme la différence entre les neurotypiques et les neurodivergents, mais moi-même, j'ai des zones où je suis pas bon, comme neurodivergent, puis si tu m'amènes là, puis je sais avec le temps là, à quel point je suis pas bon, là. Fait que, tu sais, je vais moi-même être malheureux dans une zone où je suis pas bon. Tu sais, je vais mourir, là. Je fais comme une plante qui va faner, là, dans cette zone-là. Fait que, mais, tu sais, il faut aussi mener en faire un peu. On n'a pas le choix, là. Si la vie était parfaite, on serait ailleurs. Ouais, puis tu sais, c'est en tant que. Parce, je pense qu'il y a quand même pas tant de neurodivergents qui aspirent à des jobs de gestionnaire. Je peux me tromper, là, mais j'ai comme l'impression que tu sais, le chemin de ces gens-là va peut-être plus souvent tourner dans des rôles de, par exemple, conseiller, des rôles d'analyste, des choses comme ça, parce que, tu sais, le relationnel va peut-être être un peu plus difficile pour une tranche de ces gens-là. Fait que nécessairement, tu sais, quand tu te sens extraterrestre depuis un bout, tu sais, à un moment donné, tu finis par aussi faire en sorte que, tu sais, de créer toutes sortes de mécanismes de protection puis de fonctionnement qui font en sorte que ça va peut-être avoir tendance encore plus à te mettre en dehors des cercles. Fait que c'est là que c'est difficile aussi pour ces gens-là de s'en aller dans une carrière de gestionnaire parce que peut-être tes expériences au travail ont fait en sorte que durant toutes tes années, tu t'es jamais senti vraiment correct. Fait que là, tu t'es finalement mis un peu sur la touche toi-même. Tu sais, je retourne à un article, c'est Mintzberg, là, pas mal un des bons en gestion. Là, il dit essentiellement, là, pour être un gestionnaire, ça prend 5 mindsets, là, essentiellement. Là, fait qu'il y a se gérer soi-même. Fait que ça, ce qui implique, c'est se connaître soi-même. Fait que ça, c'est un des gros éléments qui fait en sorte que, bon, ben, quand tu dis, ben, ça, c'est moins ma zone, ben, ça, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde d'être capable de savoir où sont mes forces et faiblesses. Ça, c'est la gestion de l'organisation qui va souvent avoir une relation avec l'esprit analytique. Ça, souvent, les neurodivergents, on va l'avoir assez instinctivement. Ce qui va faire en sorte qu'on va être capable de voir comment l'organisation fonctionne. Il dit également gérer le contexte, où là, c'est la communication beaucoup. Là, c'est évidemment, c'est là que c'est peut-être un peu plus difficile. Gérer les relations, là, tout ce qui est collaboratif, encore une fois, ça peut être un peu plus difficile. Puis gérer le changement, où là, ça va dépendre des profils. Comme moi, je suis un profil qui aime le changement, puis même, il va le chercher parce que pour moi, c'est une occasion d'apprentissage. Mais peut-être d'autres profils vont être plus à l'aise dans la routine, puis OK, ben voici ce que j'attends, voici ce que j'ai au quotidien, puis ça sort pas de là. Fait que ces forces-là, ben, tu sais, il y en a qui vont être capables d'aller les chercher, ces éléments-là, ces mindsets-là. D'autres qui vont peut-être pas être capables, puis peut-être même pas l'intérêt aussi. Fait que moi, je sais bien que j'ai fait beaucoup le travail de gestion sur moi-même, puis tout ce qui est relations et contexte pour être capable de bien communiquer, ou en tout cas mieux communiquer. J'ai encore beaucoup de travail à faire, je le sais bien, là. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt de tout le monde? Probablement pas. Donc, puis même, je dirais même du côté des neurotypiques, là, c'est pas donné à tout le monde non plus. Là. Fait que encore une fois, est-ce que c'est dans votre carte d'intérêt et de compétences potentielles?
Ouais, mais c'est ça, faut se regarder comme ça. Moi, c'est ça, mais par intérêt, je m'en vais chercher dans la communication parce que je suis curieux. C'est dans mon profil de curiosité parce que je trouve ça moche de pas être bon pour communiquer. Là, fait que je travaille très fort là, de ce côté-là pour faire parce que j'ai de l'intérêt. Mais il y a d'autres zones où moi-même, j'ai pas d'intérêt, puis je ne mettrai pas d'énergie, en tout cas, du moins pas pour le moment. Mais les intérêts émergent à des drôles de moments dans mon cas. Fait que puis probablement qu'on n'a pas des neurodivergents. Fait que ça se peut que ça réémerge à un autre moment. Mais là, je suis dans la communication depuis plusieurs années où je vais me chercher des outils intéressants, que je vais suivre des formations, que je cherche à décortiquer, à comprendre pour mieux véhiculer mon message. Parce qu'avec le temps, moi, dans mon rôle de conseiller, ben, je dois aider les gens à comprendre pourquoi on fait les choses. Donc, dès lors, il faut que j'apprenne à communiquer pour susciter l'émotion et la compréhension chez mon interlocuteur. Donc, c'est tout un travail dans lequel moi, je me spécialise. Mais tu parlais du changement aussi. Moi, je regardais comme mes parents, ma mère est probablement très neurotypique. Elle, ça la stresse de me voir à quel point je suis toujours en dehors de ma zone de confort. C'est un exemple, tu dis vivre dans le chaos, mais moi, je me propulse spontanément toujours en dehors de ma zone de confort. Je n'ai jamais vécu dans ma zone de confort. Jamais vécu. Quand j'y arrive, je suis pas confortable. C'est un peu dynamique, mais en tout cas, bref, je suis pas confortable dans ma zone de confort, et je me repropulse ailleurs. Et ça, ma mère, ça la stress, là. Ça l'a toujours stressé. Puis elle, pour elle, ça l'énerve énormément comme mère de voir son fils toujours se propulser dans des zones weird qui se mettent toujours en danger, pas physiquement, là, mais toujours en danger un peu, puis d'être dans des zones comme ça. Elle, c'est non. Mm-hmm. Puis c'est correct comme ça aussi. Puis on parle de gestion de changement, mais il y a des personnes qui sont comme ma mère, qui n'aiment pas ça, qui sont pas confortables là-dedans. Puis respect. Puis il faut faire attention à ces personnes-là pour pouvoir les mettre inutilement. Et il y a d'autres personnes un peu débiles comme moi je peux être, de jamais vivre dans ma zone de confort, puis de toujours me mettre à risque, puis toujours en train de me pitcher dans des projets bizarres, puis toujours en train de faire des choses comme ça. Puis, incidemment, comme toi aussi d'ailleurs. Là. Ouais, non, c'est ça, tu sais, je veux dire, les gens qui regardent mon profil sur LinkedIn doivent se dire que c'est ça, tu sais, ça n'a pas. Puis, tu sais, je me mets dans la peau d'entreprise qui veut faire une embauche, je vais se dire que c'est ça, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça. Puis ça, c'est un gros défi pour les organisations. Avoir des profils comme ça, comment qu'on rentre ça dans l'organisation pour faire en sorte qu'on atteigne nos objectifs. Puis, tu parles de risque, ben pour des gestionnaires, qui sont peut-être qui ont une aversion au risque, ben avoir des profils comme ça sera peut-être pas naturel pour eux autres, là, puis ils vont peut-être faire ouf, pas sûr que je vais être capable de gérer quelqu'un comme ça, là, ou même que j'ai l'intérêt de gérer quelqu'un comme ça. Ou d'un point de vue organisationnel aussi, c'est de dire, OK, bon, ben, il va peut-être falloir prendre certains risques pour laisser de l'espace à des gens qui ont des profils peut-être un peu plus comme nous, un peu plus pétés, là, qui vont aller explorer des choses. Fait que là, ce risque-là, c'est OK, ben, il va peut-être rien sortir de ça, mais de l'autre côté, il va peut-être avoir un bel espace d'innovation qui va faire en sorte que sur le long terme, on va avoir des avantages concurrentiels. T'sais. Mais la plupart des gestionnaires ont une aversion au risque parce qu'ils ont des comptes à rendre, puis ils doivent être capables de démontrer qu'ils ont fait une gestion diligente de leurs équipes, de leurs ressources, etc. Fait que ça devient difficile de t'aguimer à ces organisations-là. C'est pour ça que j'ai beaucoup l'impression que des gens vont finir par avoir des travailleurs autonomes ou dans des petites organisations où c'est plus souple, où la version au risque est peut-être moins grande parce que les gens, de toute façon, sont en mode croissance. Puis on le voit, là, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui décrochent. L'économie, comme elle est construite en ce moment, fait en sorte qu'il y a beaucoup de profils de gens qui sont neurodivergents, qui vivent en marge de la société jusqu'à des problèmes d'itinérance et autres, là, déviance, tout ça. Là, parce qu'ils ne réussissent pas à s'accrocher dans les systèmes. Puis, je serais probablement pas surpris qu'il y ait beaucoup de gens qui même, qui n'arrivent pas à avoir leurs habiletés ne résonnent pas à l'école parce que le format de l'école, c'est un cursus qui est fait, ben, tu vas apprendre du français, de l'anglais, alors que tu as peut-être des gens qui sont des potentiels artistiques
incroyable, mais comme ça fait pas partie du cursus, ben, ils réussiront jamais peut-être vraiment le trouver à travers ça. Là, fait que c'est difficile. C'est pas simple. J'ai aimé ça que tu amènes, entre autres, l'itinérance dans ces éléments-là, parce que c'est tout dépendant. Puis là, c'est malheureusement une généralisation, mais il y en a beaucoup de ces gens-là qui sont pas capables de rentrer dans la société dans laquelle on est. Dans le fond, c'est des profils les plus extrêmes des neurodivergents qui sont pas capables d'adhérer au modèle dans lequel on est. Nous, on est plus chanceux parce qu'on a des modèles un peu plus souples, qui sont capables, malgré tout, d'adhérer au modèle social dans lequel on est. Mais l'état le plus extrême, c'est des itinérants. Puis, à certains égards, il y en a qui ne veulent pas sortir de cette volet d'itinérance-là parce qu'ils sont bien d'être en marge. Ça devient un choix de leur part. C'est pas, ça, c'est un profil, là, c'est pas toutes les itinérances qui sont comme ça, là, mais il y en a un spectre. J'en ai rencontré certains dans certains de mes voyages qui sont justement des gens qui l'ont fait par choix, par rejet de la société. Là, ça exclut tous ceux qui sont, disons, tombés des problèmes financiers ou des problèmes de toxicomanie ou des problèmes de santé mentale aussi, qu'on devrait, comme société, récupérer, mais qu'on fait mal, à mon avis. Mais tous ceux qui choisissent ne seront jamais réintégrés. Fait que c'est eux, on peut pas, on doit vivre avec l'effet qui vont être de façon permanente dans cette zone-là de par choix. Puis c'est ça qui est parfois pour plusieurs personnes difficile à comprendre aussi. Oui, oui. Tu sais, il y a tout aussi comment tes valeurs profondes viennent jouer là-dessus aussi. Tu sais, comme moi, je sais bien que dans les valeurs que j'ai, ben, l'élément de liberté en fait beaucoup partie. Fait que nécessairement, j'accroche pas mal avec des organisations où là, tu sais, c'est très rigide. Donc, c'est plus difficile pour moi de naviguer là-dedans. Bon, ben, tu sais, moi aussi, tu sais, parle de savoir, créativité, tout ça, des éléments, tu sais, qui m'accrochent beaucoup. Je suis dans une organisation qui fait une affaire puis que c'est normé, je fonctionnerai pas là-dedans. Fait que, tu m'amèneras pas, par exemple, dans une organisation qui va être capable, je pense à le domaine de l'aviation, par exemple, où tu n'as pas de marge d'erreur, c'est tout le temps la même affaire, il faut être capable de faire le moteur tel qu'il a été dessiné, puis moi, je ne peux pas fonctionner dans un univers comme ça, là, parce que en même temps, je comprends pourquoi ça existe, parce que tu veux pas avoir ton moteur que, oh, bon, on va essayer tout ça, voir si ça va marcher, Oui, puis je suis même content qu'il y ait des gens qui soient capables d'être aussi assidus, puis aussi parce que quand je prends l'avion, j'aime ça qu'ils se maintiennent en vol puis qu'ils explosent pas au hasard parce que il y a des choses qui sont passées. Fait que c'est utile de fonctionner comme ça, mais justement, ça répond pas en même temps à nos profils. Non, c'est ça. Moi, je suis plus l'explorateur. Je vais aller. Besoin d'avaler de l'information. Puis là, hop, on peut essayer ça, qu'est-ce qu'il y en est. Puis, ce qui fait en sorte aussi, d'ailleurs, je le vois dans mon quotidien. Je vais être le tarlac qui va aller essayer les nouvelles versions de logiciels, même si c'est buggé sans bon sens. Je vais acheter la nouvelle bébelle qui vient de sortir parce que pour moi, je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors que je suis clairement en train de faire le bêta testing pour les autres. Fait que, c'est comme. Mais pour moi, c'est une zone d'exploration. Je suis comme, OK, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, etc. Puis jusqu'où ça peut m'amener, Mais, je veux pas, encore une fois, tu veux pas faire ça dans certains domaines, mettons dans le domaine médical, c'est peut-être, t'as un aspect de recherche et développement qui est ça qui est super clair, mais je me verrais pas fonctionner dans le domaine médical très standardisé où ben voici le patient, faut que tu le prennes puis tu l'amènes au point du point A au point B. Là, moi, je pourrais pas fonctionner là. J'ai besoin de cet espace-là de chaos. Là. Oui, on va conclure sur ça cette fois-ci. On a encore un petit peu débordé, mais un peu moins que la dernière fois. On était un peu plus disciplinés, si on va dire, sur ce genre de choses-là. Ça va être une conversation qu'on va poursuivre parce que c'est clairement intéressant. Puis là, je le mentionne à la fin, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais envoyez-nous vos commentaires. Ça alimente la conversation. Ça dirige notre conversation, comme les sujets qu'on a abordés aujourd'hui ont été sur la plupart des commentaires qu'on a obtenus. On va en obtenir d'autres, donc on va continuer cette exploration-là. Et simple rappel, nous sommes ni un ni l'autre des neuropsys. Donc, on ne parle pas du côté scientifique et de l'étude, on parle du côté du fait qu'on le vit
et comment on a découvert et avancé. Juste un petit disclaimer à la fin, là, parce qu'il y en a qui pensent que on parle parce qu'on est compétent. On est content parce qu'on le vit. Oui. Mais là, arrête le niveau de compétence qu'on a à travers ça. Exact. We gonna